J'ai refusé d'annuler mon entretien d'embauche juste pour conduire ma sœur au centre commercial. Mon père m'a attrapé, fou de rage, et m'a jeté contre le mur. Sa voix était pleine de haine quand il a crié cette phrase qui résonne encore en moi. Son avenir à elle compte, pas le tien. Il pensait que j'étais leur punching ball. Il pensait que j'allais pleurer, m'excuser et obéir, comme je l'avais fait pendant 25 ans. Mais ce jour-là, ce n'est pas seulement le cadre photo derrière moi qui s'est brisé. Quelque chose en moi s'est fendu. Je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais de rage. Alors, j'ai quitté cette maison pour de bon. Je ne savais pas que ce simple acte de rébellion allait déclencher une guerre. Une guerre qu'ils avaient commencée, mais que j'allais finir. Et à la fin, comme je l'avais prédit, ce n'est pas moi qui ai tout perdu. Ce sont eux. Ce matin-là, je m'étais levée avant l'aube. Pas par choix. J'avais passé la nuit à me retourner, l'estomac noué par l'anxiété et l'excitation. J'avais 25 ans, et aujourd'hui, à 10h30 précise, j'avais l'opportunité de changer ma vie. Mon premier véritable entretien d'embauche. Pas un petit boulot de serveuse, pas un remplacement en boulangerie. Un vrai poste. Coordinatrice de projet junior chez Numériatech, une grande boîte de services numériques dans le centre de Rouen. Cette simple phrase me donnait le vertige. Moi, Alix. La fille qui sentait la friture en rentrant le soir. La fille invisible. Je vivais toujours chez mes parents. C'était ma honte et ma réalité. Cette maison, dans la banlieue morose de Rouen, n'était pas un foyer. C'était une prison. Une prison familière, dont je connaissais chaque fissure, chaque grincement de plancher, chaque odeur de déception. Et j'avais peur. J'avais peur de cet entretien, peur de réussir, et encore plus peur d'échouer. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, je le vivais à chaque respiration. Sur mon lit était posée mon armure. Un tailleur pantalon bleu marine. Je l'avais trouvé chez Emmaüs pour 10 €. Il était impeccable. Je l'avais fait nettoyer, et ce matin, je le repassais méticuleusement. C'était mon costume. Le costume d'une personne qui réussit. Le costume d'une personne qui appartient au monde extérieur. Il était 9h du matin. J'étais presque prête. J'avais juste besoin de repasser le pantalon. C'est là que la porte de ma chambre s'est ouverte à la volée. Manon. Ma sœur, Manon. 23 ans. La princesse de la famille. Belle, capricieuse, et totalement inutile. Elle est entrée en bâillant, déjà habillée, une tasse de café à la main. Alix, hâtez mademoiselle dit, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. J'ai besoin que tu m'emmènes au centre commercial Saint-Sevé. Maintenant. Je n'ai pas levé les yeux de mon fer à repasser. La vapeur sifflait. Bonjour à toi aussi. Je ne peux pas, Manon. J'ai mon entretien à 10h30. Je t'en parle depuis une semaine. Elle a ricané. Ce petit son agaçant qui me donnait envie de hurler. Oh, c'est vrai. Ton petit boulot ennuyeux. Ça va, on s'en fiche. J'ai besoin d'une nouvelle robe pour ce soir. Ça ne prendra qu'1 heure. Allez. Non, ai-je dit, fermement. Demande à maman. Maman est occupée. Et je ne veux pas prendre le bus. Elle s'est approchée de mon lit et a regardé le tailleur avec mépris. Tu vas vraiment mettre ça? Ça fait, mémé. Elle a fait un geste dédaigneux, accidentellement, a trébuché sur le coin de mon tapis. Un tapis sur lequel elle marche tous les jours. La tasse de café qu'elle tenait à la main s'est renversée. Pas sur le sol. Pas sur le lit. Directement sur le pantalon bleu marine. Mon seul pantalon. Un silence de mort s'est installé. La tache brune s'étendait, fumante. L'odeur de café torréfié a rempli la pièce, se mélangeant à celle de ma peur. Oh, mince, a-t-elle dit, d'une voix plate. Désolée. Elle n'était pas désolée. J'ai levé les yeux vers elle. Pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne compose son masque d'innocence, j'ai vu ce sourire. Un sourire narquois, victorieux. Ce n'était pas un accident. C'était un sabotage. Et ce n'était que le début de la matinée la plus horrible de ma vie. Regarde ce que tu m'as fait faire.
Avant même que mon cerveau ne puisse traiter sa phrase absurde, elle a fait ce qu'elle fait de mieux, elle s'est transformée en victime. Tu m'as bousculé, a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus. Tu es tellement égoïste. Je n'avais pas bougé. J'étais figée, regardant mon avenir se dissoudre dans une flaque de caféine. Manon, arrête de mentir, tu. Papa. Il n'a fallu que 10 secondes. Les pas lourds de mon père, Didier, ont fait trembler l'escalier. Il est directeur régional des ventes pour Assure France. Un homme important, comme il aime à le rappeler. Il dirige la maison comme il dirige son équipe, avec un point de fer et une absence totale d'empathie. Il a déboulé dans le couloir, le visage déjà rouge. Il n'a pas posé de questions. Il n'a jamais posé de questions. Il a vu Manon, l'air affligé, se frottant le bras. Il m'a vu, moi, debout, les poings serrés. Et il a vu le pantalon taché. Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Sa voix était un grondement. Rien. C'est elle qui a. Elle doit aller au centre commercial, m'a-t-il coupé. Tu vas l'emmener. Je ne peux pas. J'ai mon entretien. Celui pour Numériatech. Il s'est approché de moi, me dominant de toute sa hauteur. L'odeur de son café du matin et de sa colère m'a frappé le visage. Tu crois que ton petit entretien bidon est plus important que ta sœur? Hein? Tu crois que tu vaux mieux que nous? J'ai essayé de le contourner. C'était une erreur. Il ne fallait jamais lui tourner le dos. Papa, je suis en retard. Je dois y aller. Tu ne vas nulle part. Il m'a attrapé par les épaules. Ses mains étaient comme des étaux. La surprise de son geste m'a coupé le souffle. Lâche-moi. Il m'a poussé. Violemment. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Mon dos a heurté le mur du couloir. Ma tête a cogné le plâtre sec. Juste à côté du cadre photo de leur mariage. L'impact a été si fort que le cadre s'est décroché. Il est tombé au sol dans un fracas métallique et un bruit aigu de verre brisé. Une douleur fulgurante m'a transpercé la nuque et l'épaule. Je suis restée là, le souffle coupé, l'odeur de café et de poussière emplissant mes narines. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère, Martine, est sortie de la cuisine, attirée par le bruit. Elle a vu le verre brisé sur le sol. Elle a vu son cadre de mariage par terre. Elle m'a vu, moi, plaqué contre le mur, retenant mes larmes de rage et de douleur. Didier, a-t-elle dit, d'un ton agacé. Regarde ce désordre. Tu as cassé notre cadre de mariage. Pas un mot pour moi. Pas un regard. Sa seule préoccupation était le cadre. Le désordre. J'ai tourné la tête. Manon se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, les bras croisés. Elle ne souriait plus. Elle avait un air de pure satisfaction. De victoire totale. À cet instant, la douleur dans ma nuque n'était rien comparée à la douleur sourde dans ma poitrine. 25 ans de soumission, 25 ans à être le punching ball, le bouc émissaire. Tout cela a volé en éclats avec ce cadre photo. J'ai su que je devais partir. Pas seulement pour l'entretien. Mais pour toujours. Avant d'aller plus loin et de vous raconter comment j'ai orchestré ma revanche, faisons une petite pause. Ce que je viens de vous décrire, ce n'était pas un incident isolé. Ce n'était même pas le pire. C'était un système. Un système que j'avais subi pendant 25 ans. J'aimerais savoir si cela vous parle, si vous avez déjà ressenti ce genre d'injustice flagrante. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'aimer cette vidéo si vous sentez déjà la colère monter en vous, comme elle est montée en moi. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Dites-moi quelle heure il est chez vous. J'ai l'impression que nous allons passer un long moment ensemble, et j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule ce soir. Être l'autre enfant dans ma famille n'était pas un sentiment, c'était un travail. Un travail à plein temps, non rémunéré, depuis ma naissance. Mon rôle était simple, être utile, être silencieuse, et être la raison pour laquelle les choses tournaient mal. Le rôle de Manon était différent. Son rôle était d'avoir du potentiel. J'ai tellement de souvenirs de cette dynamique qu'ils se mélangent tous en une bouillie grise de ressentiment. Je me souviens du lycée.
J'ai eu mon baccalauréat avec mention bien. J'avais travaillé comme une folle, seule dans ma chambre, pendant que Manon regardait la télévision dans le salon. J'ai laissé mon relevé de notes sur la table de la cuisine, espérant un signe, n'importe quoi. Ce soir-là, mon père, Didier, l'a pris. Il a jeté un œil rapide sur le papier. Bien, a-t-il dit, avant de le reposer à côté des prospectus pour Carrefour. Bien. Va ranger la cuisine, ta mère est fatiguée. La même semaine, Manon, qui était en première, est rentrée avec un mai 2020 en maths. Elle pleurait. Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que ses amis s'étaient moqués d'elle. Elle avait été à une fête au lieu de réviser. La réaction de mon père a été immédiate. Il l'a prise dans ses bras. Ma mère, Martine, lui a préparé un chocolat chaud. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie, a dit maman. Ce professeur te déteste, c'est tout. On va s'en occuper, a grondé mon père, le téléphone déjà à la main. Je vais appeler le lycée demain. Je vais parler au proviseur. On ne va pas le laisser ruiner ton dossier. Tu as trop de potentiel pour ça. Ils ont passé 2 heures à rédiger un email furieux et à planifier une guerre pour remonter sa moyenne désastreuse. J'étais dans le salon, à 3 mètres de là, les entendant. Mon diplôme avec mention était toujours sur le comptoir, à côté des prospectus. C'était la règle tacite de cette maison. Mon succès était un inconvénient. Son échec était une crise familiale. Cette logique tordue s'est appliquée à tout. Surtout à l'argent et à notre avenir. Quand j'ai eu 18 ans, après mon bac, j'ai voulu aller à l'université, peut-être à Paris ou à Lyon, pour étudier la gestion. Mon père a ri. Un rire sec, méprisant. L'université? Pourquoi faire? Pour dépenser de l'argent et fumer des choses bizarres? Sois réaliste, Alix. Fais un BTS à Rouen. Tu resteras à la maison, ça ne coûtera rien. J'ai donc fait un BTS gestion, en alternance. Pendant 2 ans, je me suis levée à 5 heures du matin pour travailler dans une boulangerie avant les cours. L'odeur du beurre brûlé et du café amer est devenue mon parfum. Après mon diplôme, j'ai enchaîné les petits boulots. J'étais serveuse dans une grande brasserie près de la place du Vieux Marché le soir, et je faisais des remplacements à la boulangerie le matin. Je travaillais 40 heures par semaine, parfois plus, juste pour exister. 2 ans après moi, Manon a eu son bac, de justesse. Elle a déclaré qu'elle voulait être artiste. Elle a été acceptée dans une école d'art privée très chère à Paris. Une école qui coûtait 15 000 € par an. J'étais là quand mon père a signé les papiers du prêt à la consommation. Il était si fier. C'est un investissement, a-t-il dit à qui voulait l'entendre. Elle a du talent. Elle va devenir quelqu'un. Je payais mes propres livres et mes frais de scolarité avec l'argent de mes pourboires, pendant qu'il s'endettait pour son talent. Manon a tenu 6 mois. Elle a abandonné, déclarant que Paris l'oppressait et que les professeurs ne comprenaient pas sa vision. Elle est rentrée à la maison, a réintégré sa chambre d'adolescente. Personne ne l'a jamais traitée d'échec. Il disait qu'elle se cherchait. Cela faisait 3 ans qu'elle se cherchait. 3 ans qu'elle vivait sur le canapé, commandait des choses en ligne avec la carte de mon père, et ne faisait absolument rien. Et moi? J'étais coincée. Je payais ma part du loyer, bien sûr. Mais j'ai vite compris que je payais aussi pour son temps libre. C'est moi qui payais la facture Internet qu'elle utilisait toute la journée pour regarder Netflix. C'est moi qui faisais les courses pour qu'elle puisse manger. J'étais la mule, la banque, la servante. Que auriez-vous fait à ma place? Vraiment. J'aimerais que vous me le disiez dans les commentaires. L'auriez-vous supporté pendant toutes ces années, ou seriez-vous parti bien avant? Moi, j'ai supporté. Jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce mur. Jusqu'à ce cadre brisé. Retour au présent. 9h15 du matin. J'ai le dos en feu, ma tête cogne contre le mur, et mon seul espoir de liberté, mon tailleur, est couvert de café. Je suis toujours plaqué contre le mur. Mon père s'est reculé, respirant fort, satisfait de sa démonstration de force. Ma mère est là, me regardant enfin, mais son visage est dur. Pas de pitié. D'agacement.
Alix, tu vois ce que tu provoques? Regarde-moi ce bazar. Ton père est énervé, ta sœur est contrariée. Elle a soupiré. Allez. Va te changer. Excuse-toi auprès de ton père et de ta sœur. Ensuite, tu conduis Manon au centre commercial. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. Ces mots. Ces mots ont été ma devise pendant 25 ans. Ne pas faire de vagues. Accepter l'injustice. Nettoyer les dégâts des autres. J'ai regardé la tache de café. J'ai senti la douleur aiguë dans ma nuque. J'ai regardé Manon, qui avait l'air de s'ennuyer, tapotant déjà sur son téléphone. Et j'ai regardé mon père, qui avait gagné. Et quelque chose a cédé. Non, ai-je dit. Ma voix était faible, un murmure. Le silence est tombé. Un silence si lourd qu'il en était presque assourdissant. Ma mère ouvrit de grands yeux. Quoi? J'ai poussé sur mes jambes. J'ai décollé mon dos du mur. La douleur était vive, mais la rage était plus forte. Non, ai-je répété, plus fort cette fois. Ma voix ne tremblait pas, je ne m'excuserai pas. Et je ne la conduirai pas au centre commercial. J'ai pivoté et je suis retourné dans ma chambre. J'ai attrapé mon sac à main, mes clés et mes notes pour l'entretien, maculées de café sur les bords. J'ai enfilé la première chemise propre que j'ai trouvée et un jean. Tant pis pour le tailleur. Tant pis pour le costume. Didier s'est redressé. Il a compris. Il est venu se planter devant la porte d'entrée, me barrant le passage. Un mur de fureur. Tu ne vas nulle part. J'ai levé les yeux vers lui. Toute ma vie, j'avais eu peur de cet homme. De sa colère. De ses mains. À cet instant, la peur avait disparu. Il n'y avait que du dégoût. Et une immense pitié. Bouge-toi de là, papa. Tu crois que tu peux me manquer de respect? Dans ma propre maison? Tu ne vas pas à cet entretien stupide. Tu vas apprendre une leçon. Je vais à cet entretien, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Si tu franchis cette porte, a-t-il menacé, sa voix basse et dangereuse, tu n'es plus ma fille. Tu n'auras rien. Tu l'entends? Rien. J'ai failli rire. Un rire sec, sans joie. Rien? Je n'ai déjà rien. Puis, les mots sont sortis, froids et calmes. Je n'ai peut-être rien, mais c'est moi qui ai payé la facture Internet le mois dernier quand tu l'as oublié. C'est moi qui ai réparé la machine à laver la semaine dernière avec un tutoriel en ligne, parce que tu ne voulais pas payer un réparateur. Je suis la seule qui sait comment les choses fonctionnent dans cette maison. Et maintenant, je pars. J'ai fait un pas en avant. Il était tellement surpris par ma résistance qu'il a eu un temps d'arrêt. Alix. Excuse-toi, a crié ma mère, paniquée, voyant qu'elle perdait le contrôle. J'ai profité de sa surprise. Je me suis décalée sur le côté, je l'ai bousculé, mon épaule heurtant son bras. Il n'a pas réagi. J'ai attrapé la poignée de la porte. Je l'ai ouverte. Il était 9h20 du matin. L'air frais m'a frappé le visage. Alix, a rugi mon père, réalisant que je l'avais fait. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai descendu les marches, une à la fois. J'étais dehors. J'étais libre. J'ai continué à marcher, tournant au coin de la rue. C'est là que les larmes sont venues. Je pleurais, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. J'étais dehors. Mais maintenant, j'allais aller où? Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai continué à marcher, m'éloignant de la maison, m'enfonçant dans les rues anonymes du quartier. Je ne voulais pas qu'il me voie depuis la fenêtre. J'ai trouvé le contact de Léonie. Ma meilleure amie. Mon unique amie. Léonie est comptable. Elle est l'incarnation du pragmatisme. Elle est organisée, brillante, et elle ne supporte pas l'injustice. C'est mon opposé total. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Alix? C'est le grand jour. T'es prête? Tu vas les éblouir. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste sangloté. Un son étranglé, pathétique. Le ton de Léonie a changé instantanément.
Fini l'enthousiasme. Sa voix est devenue calme, chirurgicale. Alix. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Léonie, je ne sais pas, ai-je bégayé. Je suis partie. S'il te plaît, tu peux venir me chercher? J'arrive. Donne-moi ta position. Partage ta localisation. Maintenant. Je l'ai fait. Je suis au coin de la rue. Je marche. Ne bouge plus. Je suis là dans 10 minutes. Elle a raccroché. 10 minutes. J'ai continué à marcher jusqu'à un petit parc, et je me suis assise sur un banc, tremblante. Chaque voiture qui passait me faisait sursauter. J'imaginais mon père sortant en trombe, me traînant de force à la maison par les cheveux. 9h35. La vieille Clio grise de Léonie est arrivée en crissant des pneus. Elle s'est garée à ma hauteur. Je suis montée. Le silence. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle m'a regardée. Elle a vu mes cheveux en désordre. Mes yeux rouges. Ma chemise froissée. Et elle a vu la tache de café sur le jean que j'avais enfilé à la hâte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cette fois? Demanda-t-elle calmement. L'histoire est sortie. D'un coup. Le café. Le tailleur ruiné. L'entretien de 10h30. Manon. Le centre commercial. Et papa, il est devenu fou. Il a dit que mon entretien ne comptait pas. Il. Léonie avait les mains crispées sur le volant. Qu'est-ce qu'il a fait, Alix? Je n'arrivais pas à le dire. C'était trop honteux. J'ai juste pointé ma nuque, où la peau commençait déjà à rougir et à chauffer. Il m'a poussé. Contre le mur. Le cadre s'est cassé. Léonie a coupé le contact. Elle s'est tournée vers moi. Son visage était dur. Il t'a agressé, Alix, dit-elle d'une voix blanche. Ce n'est pas papa qui est en colère. Ce n'est pas une dispute. Il a levé la main sur toi. C'est un délit pénal. Ces mots. Agressé. Délit pénal. Ils ont fait écho en moi. Elle avait raison. Je ne peux pas y aller, ai-je sangloté, la réalité me frappant. Regarde-moi. Je suis un désastre. L'entretien est dans moins d'une heure. Léonie a redémarré la voiture. Si, tu vas y aller. Elle a conduit jusqu'à un petit parking de supermarché. Elle a sorti son sac de sport de l'arrière. Tu ne vas pas les laisser gagner. Tu ne vas pas le laisser gagner. Elle m'a donné une bouteille d'eau. Bois. Elle a sorti une trousse de maquillage. Tiens. Anti-cerne. Lingette. Elle a sorti un petit vaporisateur. Défroisseur express. C'est pour ma veste de sport, mais ça ira. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu vas te nettoyer le visage. Tu vas respirer. Tu vas remettre de l'ordre dans tes idées. Et je vais y aller comment? En jean? Oui, a dit Léonie. Tu vas y aller et tu vas leur dire la vérité. Tu es une battante. Tu viens de faire la chose la plus difficile de ta vie. Tu es sortie de cet enfer. Le reste, ce n'est que de l'administration. Il était 10h20 quand Léonie m'a déposé devant la tour de Numériathèque. Un grand bâtiment de verre et d'acier près des quais de Rouen. L'incarnation du monde auquel je n'appartenais pas. Je ressemble à quoi? Ai-je demandé, paniqué. J'avais nettoyé la tache de café sur mon jean du mieux que j'avais pu. L'anti-cerne de Léonie couvrait à peine les rougeurs autour de mes yeux. Mes cheveux étaient attachés en un chignon strict. J'avais l'air de ce que j'étais, une réfugiée. Tu as l'air déterminée, a dit Léonie. Vas-y. Je t'attends. Je ne bouge pas d'ici. Prends ton temps. J'ai inspiré. J'ai poussé les lourdes portes de verre. Le lobby était immense, silencieux, avec du marbre poli au sol. Une odeur faible de produits de nettoyage et de café de machine flottait dans l'air. Je me sentais sale, déplacée. J'avais l'impression que le mot « victime » était écrit sur mon front. Bonjour, ai-je dit à la réceptionniste, une femme élégante nommée Corinne. Je viens pour un entretien à 10h30. Je suis Alix.
Elle m'a souri. Un vrai sourire. Alix. Oui, bonjour. Nous vous attendons. Valérie et Jérôme sont prêts pour vous. Prenez l'ascenseur, 9e étage. J'étais juste, normale. Une candidate. Pas un déchet. Le 9e étage était calme. Des bureaux en open space, des cloisons de verre, des gens concentrés sur leurs écrans. Pas de cris. Pas de drame. Pas de cadre brisé. On m'a conduite dans une salle de réunion vitrée. Valérie, la directrice, et Jérôme, le chef d'équipe, m'ont accueilli. Ils étaient professionnels, polis. Bonjour Alix, installez-vous. Vous voulez un café? Un verre d'eau? L'entretien a commencé. Au début, ma voix était chevrotante. J'ai senti mon syndrome de l'imposteur m'étrangler. Ils voyaient bien que je n'étais pas à ma place. Ils voyaient mon jean. Et puis, Valérie a posé la question clé. Votre CV est intéressant, dit-elle, sans jugement. Vous avez un BTS gestion, mais vous avez travaillé en brasserie et en boulangerie ces 5 dernières années. Et vous postulez pour un poste de coordinatrice de projet. Pourquoi ce changement? C'était le moment. La vérité ou le mensonge? J'ai repensé aux mots de Léonie. J'ai pris une grande inspiration. Parce que je ne veux plus être serveuse, ai-je commencé. Mais la vérité, c'est que je suis déjà une gestionnaire de projet. Je l'ai toujours été. Ils ont froncé les sourcils. Chez moi, ai-je continué, ma voix devenant plus ferme, je suis la personne qui gère tout. Les budgets, les factures en retard, les réparations de la machine à laver, les plannings d'une famille dysfonctionnelle. Je le faisais pour survivre. Au restaurant, ai-je ajouté, je gérais le chaos. Un samedi soir, avec 2 serveurs absents et une cuisine en feu, c'est de la gestion de crise. Les stocks, les clients en colère, les erreurs de commande, la coordination des équipes. C'est de la gestion de projet, mais sans le titre et sans le salaire qui va avec. J'ai réalisé ça il y a 1 an. Alors, j'ai utilisé mes pourboires pour suivre des cours en ligne le soir. J'ai appris SQL. J'ai appris les logiciels de gestion de projet. J'ai appris parce que je sais que je peux le faire. Je sais que je vaux mieux qu'une odeur de friture. Et oui, je suis en jean aujourd'hui. Mon seul tailleur a été, disons, victime d'un accident de café ce matin. Mais je suis là. Parce que je veux ce poste. Le silence est tombé. Valérie et Jérôme se sont regardés. Valérie a noté quelque chose sur son carnet. Impressionnant. Parlez-moi d'une fois où vous avez géré un conflit. L'entretien a duré 45 minutes. Quand je suis sortie, à 11h30, je ne savais pas si j'avais le poste. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais compétente. Je me sentais vue. J'ai quitté le bureau, la tête haute. J'avais l'impression d'appartenir à cet endroit. Mais je ne savais pas que la vraie guerre venait à peine de commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai rejoint Léonie dans sa voiture. J'étais épuisée mais pleine d'une énergie nouvelle. Je pense que ça s'est bien passé, ai-je murmuré, presque peur de le dire à voix haute. Bien sûr que ça s'est bien passé, a dit Léonie avec un sourire. Allons chez moi. Tu vas manger quelque chose de décent. Et tu restes chez moi ce soir. Et demain. Aussi longtemps qu'il le faudra. Nous étions dans son petit appartement près de la gare, il était 12h15. J'étais assise sur son canapé, un verre d'eau à la main, quand mon téléphone, posé sur la table basse, a explosé. Ce n'était pas une explosion. C'était une série de vibrations rapides, frénétiques. Une avalanche de notifications. Mon estomac s'est noué. La peur froide est revenue. Qu'est-ce que c'est? Demanda Léonie, son sourire disparaissant. J'ai regardé l'écran. 20 appels manqués. 30 messages. J'ai ouvert les messages. D'abord, Manon. Une série d'insultes. T'es morte. Papa va te tuer. T'as tout gâché, espèce d'égoïste. J'espère que t'es contente,
tu m'as gâché ma journée. Ensuite, ma mère. Alix, rentre à la maison. Tout de suite. Tu dois t'excuser. Tu as fait honte à ton père. Il est hors de lui. Et puis, il y avait les appels. Tous de mon père. Partout. Regarde tes messages vocaux, dit Léonie, son visage soudain grave. J'en avais un. Un seul. De mon père. Laissé à 12h30. Exactement. Pendant que j'étais probablement en train de sortir de l'ascenseur, pleine d'espoir. J'ai appuyé sur « Play ». J'ai mis le haut-parleur. La voix de Didier a rempli l'appartement. Mais ce n'était pas sa voix de colère habituelle. C'était une voix lente, pâteuse. Il était ivre. En plein milieu de la journée. Tu te crois, maligne, hein, a-t-il commencé, sa voix sifflante. Tu te crois supérieur? Tu n'es rien. Tu n'es qu'une, instable. Il a ri. Un rire gras, humide. Une violente. C'est ça que tu es. Tu crois que tu vas avoir ce job? Hein? J'ai appelé. J'ai appelé ta petite boîte de merde. Je leur ai dit. Je leur ai dit qui tu es vraiment. La folle de la famille. Mon sang s'est glacé. Je vais m'assurer que tu ne travailles jamais, a-t-il conclu, sa voix devenant venimeuse. Jamais. Tu m'entends? Tu n'es rien. Le message s'est terminé. La nausée m'a submergé. Oh mon Dieu, Léonie. Il l'a fait. Il a vraiment. Mais je n'ai pas pu finir ma phrase. À cet instant précis, une nouvelle notification est apparue. Un email. De Corinne. La réceptionniste de Numériathèque. Objet, suivi de votre entretien. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert l'email. Cher Alix. Merci d'être venu aujourd'hui. Nous avons été très impressionnés par votre entretien et votre franchise. Cependant, juste après votre départ, nous avons reçu un appel très inquiétant. Un certain monsieur Didier, mon nom de famille, se présentant comme votre père et comme directeur régional chez Assure France, nous a appelés. Il nous a informés, dans un état d'agitation manifeste, que vous étiez mentalement instable et que vous aviez des antécédents de violence au sein de votre famille. Chez Numériathèque, la sécurité et le bien-être de nos équipes sont notre priorité absolue. Compte tenu de la gravité de ces accusations, nous sommes au regret de vous informer que votre candidature, en attente, le temps d'une vérification. Mon monde s'est écroulé. Je n'entendais plus. L'air avait disparu de mes poumons. Il l'avait fait. Il avait gagné. Il avait pris mon seul espoir et l'avait écrasé. J'ai lâché le téléphone et j'ai couru aux toilettes. Et j'ai vomi. J'ai vomi tout ce que je n'avais pas mangé, j'ai vomi ma peur et mon désespoir. Il avait gagné. Je suis resté sur le sol froid de la salle de bain pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'étais vide. J'avais tout donné ce matin. J'avais pris mon courage à deux mains, j'avais affronté mon père, j'avais survécu à l'entretien. Et pourquoi? Pour qu'il me poignarde dans le dos, avec les mots les plus sales possibles. Instable. Violente. Lui. Léonie a toqué à la porte. Alix. Ouvre. Je me suis traînée pour ouvrir. Léonie n'avait pas l'air triste. Elle n'avait pas l'air compatissante. Elle avait l'air furieuse. Mais c'était une fureur froide, calculatrice. La fureur d'une comptable qui trouve une erreur de plusieurs millions dans les comptes. Lève-toi, dit-elle, sa voix tranchante. Lave-toi le visage. Il n'a pas gagné. Mais, l'email. En attente. C'est fini, Léo. Il pense que je suis folle. Non, dit Léonie. Ils sont en attente. Ils sont en train de se couvrir. Mais ils ont été impressionnés. C'est écrit. L'imbécile. Il n'a pas gagné. Elle m'a tiré par le bras. Cet homme n'est pas un monstre, Alix. Il n'est pas tout-puissant. C'est juste un imbécile. Un imbécile arrogant, ivre de son propre pouvoir, et il vient de faire une erreur de débutant. Il t'a laissé des preuves. Je ne comprenais pas.
Viens, dit-elle en me traînant vers son ordinateur portable. On va travailler. À ce moment, un deuxième email de Corinne est arrivé. De plus, Alix, nous avons reçu un email anonyme envoyé depuis une adresse temporaire, il y a quelques minutes. Cet email prétend que vous avez été licencié de votre précédent poste en brasserie pour comportement agressif envers un client. Pourriez-vous clarifier cela? C'était la signature de mon père. L'escalade. Il essayait de m'enterrer. Parfait, dit Léonie. Un sourire effrayant, presque prédateur, est apparu sur son visage. Il s'enfonce. Il crée un schéma. Comment ça, parfait? Il pense que je suis une psychopathe. Non, dit Léonie, ses doigts volant déjà sur le clavier. Maintenant, écoute-moi très attentivement. On ne va pas juste répondre aux RH. Les RH ont peur des procès. Ils vont te jeter pour être tranquille. On va faire ça autrement. On va leur donner un dossier juridique complet. On va leur montrer à quel point il est le problème, et à quel point Théoï tu es la solution. Elle a ouvert un nouveau message. Ah, Corinne, RH. Valérie, directrice. Jérôme, chef d'équipe. Elle a fait une pause, cherchant sur le site de l'entreprise. Et, voilà. Directeur juridique de Numériatech. On met tout le monde en copie. Qu'est-ce qu'on va dire? La vérité, dit Léonie. Soutenue par des preuves irréfutables. Ton père n'est pas seulement un père en colère. Il est directeur régional chez Assure France. Il a utilisé son statut professionnel pour te calomnier et interférer dans un processus de recrutement. C'est une faute professionnelle grave. Et on va le prouver. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une lueur de combat. Léonie a dit, il a utilisé son statut de directeur régional pour t'écraser. On va utiliser sa stupidité pour le détruire. Nous avons passé l'heure suivante à ne pas être des victimes, mais des stratèges. Léonie était dans son élément, comme un général préparant une bataille. Ok, Alix. On va rédiger ça. Froidement. Point par point. Aucune émotion. Que des faits. J'ai regardé l'écran pendant qu'elle tapait, sa concentration absolue. Objet, suivi de mon entretien et plainte formelle pour harcèlement, diffamation et interférence par un tiers. Madame, monsieur. Faisant suite à vos emails, je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi. Je comprends qu'un monsieur Didier, mon nom, mon père est directeur régional chez Assure France, vous a contacté pour saboter délibérément ma candidature. Je ne suis pas la personne qui l'a décrite. Je suis la personne que vous avez rencontrée ce matin lors de l'entretien. Ces accusations sont non seulement fausses, mais elles sont l'acte de violence d'un homme en colère parce que j'ai refusé de sacrifier mon avenir professionnel pour un caprice personnel. Pour étayer mes dires et clarifier la situation, veuillez trouver ci-joint les pièces suivantes. Mon souffle s'est coupé. Léonie était impitoyable. Pièce jointe 1, fichier audio. Preuve 1 audio.mp3, l'enregistrement complet du message vocal laissé par Monsieur Didier sur mon téléphone à 12h30. Vous y entendrez qu'il admet son intention de nuire, je vais m'assurer que tu ne travailles jamais, et utilise les termes diffamatoires exacts, instables et violentes. Point. Pièce jointe 2, capture d'écran. Preuve 2 email.pdf, les emails de votre service confirmant la chronologie de l'appel, ainsi que l'email anonyme de 12h45, démontrant un harcèlement systématique. Pièce jointe 3, photographie. Preuve 3 blessure.jpeg, une photo de la marque sur ma nuque et mon épaule, résultat de l'agression physique de Monsieur Didier ce matin même, à 9h10, qui prouve sans équivoque qui est la personne violente dans cette histoire. Pièce jointe 4. Léonie m'a regardé avec un sourire en coin. Le coup de grâce. Pendant que je rédigeais le corps du texte, elle avait été au téléphone avec Monsieur Dubois, l'ancien propriétaire de la brasserie où j'avais travaillé 3 ans. Pièce jointe 4, lettre de recommandation. Preuve 4 lettres.pdf, une lettre de recommandation urgente de mon ancien employeur, Monsieur Dubois, attestant de mes 3 années de service exemplaire, de mon professionnalisme, et confirmant que je n'ai jamais eu le moindre comportement agressif, mais que j'étais au contraire son employée la plus fiable et la plus calme. Le dossier était complet. Il était parfait.
Il était dévastateur. Je vous remercie de votre temps, Léonie a terminé l'email. J'espère que ces preuves clarifieront la situation et démontreront ma réelle motivation et ma stabilité à rejoindre Numériatech. Prête, m'a-t-elle demandé. J'ai regardé le bouton « Envoyer ». J'ai pensé à mon père, ivre et suffisant, pensant avoir gagné. J'ai cliqué. Les 2 jours suivants ont été le silence le plus assourdissant de ma vie. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Je ne savais pas si je venais de commencer une guerre ou si je venais de commettre un suicide professionnel. J'ai dormi sur le canapé de Léonie pendant 2 semaines. 2 semaines. 14 jours de silence absolu. Je n'osais pas rentrer chez moi. Je n'avais plus de maison. Je n'osais pas appeler. Je n'osais pas vérifier mes emails. Léonie le faisait pour moi. Rien, disait-elle chaque matin. C'est bon signe. Ça veut dire que les avocats parlent aux avocats. J'étais en train de devenir folle. Je repassais l'entretien dans ma tête. L'email. La photo de ma blessure. Était-ce trop? Avais-je eu l'air instable, justement? Ils ne vont jamais m'embaucher, ai-je dit à Léonie le 14e jour. J'ai tout gâché. J'aurais dû me taire. Non, a dit Léonie. Tu as bien fait. Fais-toi confiance. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que je n'avais pas quitté des yeux depuis 2 semaines, s'est mis à sonner. Numéro de Numériatech. J'ai failli le laisser tomber. J'ai regardé Léonie, les yeux écarquillés. Réponds, a-t-elle murmuré. Mais le haut-parleur. J'ai décroché, ma main tremblante. Allô? Alix à l'appareil. Alix? C'est Valérie, la directrice de Numériatech. Sa voix était différente. Pas froide. Pas chaleureuse. Impressionnée. Alix, je vous appelle personnellement. Nous avons reçu votre email. Et le dossier que vous avez joint. Il y a eu une pause. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Franchement, dit-elle, et j'ai entendu un petit rire sec, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Votre réponse, c'était la meilleure démonstration de gestion de crise que j'ai jamais vue. Vous avez fourni des preuves, une chronologie, et des témoignages de tiers. Vous avez géré ça mieux que certains de mes chefs de projet seniors. Je ne pouvais pas respirer. Inutile de vous dire que nous avons immédiatement compris la situation, a-t-elle continué, son ton devenant plus sérieux. Notre service juridique a immédiatement contacté le service juridique d'Assure France, l'employeur de votre père. Disons simplement que l'affaire est gérée de leur côté. Gérée, ai-je murmuré. Oubliez ça. Ce n'est pas votre problème. Ce qui compte, c'est nous. Alix, nous sommes très impressionnés. Non seulement par votre entretien, mais aussi par votre sang-froid face à une situation inimaginable. Nous voulons officiellement vous offrir le poste de coordinatrice de projet. J'ai fondu en larmes. Des larmes silencieuses, incontrôlables. Attendez, ce n'est pas fini, dit Valérie. Compte tenu de la situation exceptionnelle, et franchement, du préjudice subi, le conseil d'administration a approuvé une prime exceptionnelle d'entrée de 3 000 €. Pour le dérangement, et pour vous aider à vous installer et à commencer votre nouvelle vie. 3 000 €. C'était une fortune. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu. C'était un dépôt de garantie pour un appartement. C'était une nouvelle serrure. C'était la liberté. Oui, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Oui. Merci. Merci beaucoup. J'accepte. C'est nous qui vous remercions, Alix, a dit Valérie, sa voix s'adoucissant. Bienvenue chez Numériatech. Corinne vous envoie le contrat. J'ai raccroché. J'ai regardé Léonie. Je l'ai eu, ai-je dit. J'ai eu le job. Et 3 000 €. On n'a pas crié. On s'est juste assise, et j'ai pleuré de soulagement pendant 1 heure. J'avais un travail. J'étais libre. J'avais gagné. Mais je ne savais pas que la gestion de l'affaire chez Assure France venait à peine de commencer. J'ai commencé chez Numériatech la semaine suivante. Les 3 000 € sont arrivés sur mon compte.
J'ai immédiatement signé le bail d'un petit studio près de la gare de Rouen. Ce n'était pas grand, ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Un mois plus tard, la poussière était retombée. Il n'y a pas eu d'article de presse. Ces choses-là, dans le monde des assurances et des services, se règlent en coulisses, avec des accords de non-divulgation. Mais Léonie, en tant que comptable, a son réseau. Elle a entendu l'histoire. Didier n'a pas été licencié. C'est trop sale, trop public. Il a été convié à démissionner. Avec effet immédiat. Pour faute grave, violation de l'éthique professionnelle et utilisation des ressources de l'entreprise à des fins de harcèlement personnel. Son nom était grillé dans le monde de l'assurance à Rouen. Personne ne l'embaucherait plus à un poste de direction. C'est là que ma mère m'a appelé. Sur mon nouveau numéro. J'avais fait l'erreur de le lui donner, au cas où il y aurait une vraie urgence. J'étais à mon nouveau bureau, dans la tour de verre, regardant la Seine couler en contrebas. Allô, maman. Alix. Tu as détruit ton père. Tu as détruit cette famille. Elle pleurait. Les mêmes larmes que pour le bac raté de Manon. Des larmes de crocodile. Il a perdu son travail. À cause de toi. Comment va-t-on payer le crédit de la maison? Ils vont saisir la voiture de Manon. Tu dois nous aider. Tu as un bon travail maintenant, tu le leur dois. Tu dois nous envoyer de l'argent. J'ai écouté. J'ai regardé mon écran d'ordinateur. Un email de Jérôme, mon chef d'équipe, est apparu. Alix, super boulot sur ce rapport. Prête pour un café? J'ai pris une grande inspiration. L'air du bureau était frais, filtré. Non, maman. Le silence au bout du fil. Quoi? Quoi, non. Je travaille. J'ai des responsabilités. Je dois y aller. Tu es un monstre, a-t-elle crié. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, ai-je dit calmement, sans haine. Juste la vérité. Vous avez fait vos choix. Il a fait les siens. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai mon propre appartement maintenant. La première chose que j'ai achetée, ce n'est pas un canapé. C'est un nouveau verrou pour la porte. Un gros, en laiton. Je l'ai installé moi-même, en suivant un tutoriel en ligne. Manon m'a envoyé un message le mois dernier, via Facebook. Hey, j'imagine que t'es riche maintenant. Maman me rend folle. Je peux venir chez toi? J'ai supprimé le message. J'ai bloqué son profil. J'ai entendu dire, par une ancienne collègue de la brasserie, qu'elle y travaillait maintenant. Comme serveuse. Apparemment, elle n'est pas très douée. Elle fait tout le temps tomber des plateaux. Moi, je me réveille tôt. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que j'en ai envie. Je me fais un café dans ma propre cuisine. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de peur. Il n'y a que le silence. La marque sur ma nuque a disparu depuis longtemps. Mais la force qu'elle m'a donnée, elle, est restée. J'ai gagné ma liberté. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a peut-être donné un peu de force, si vous en avez besoin. Dites-moi, avez-vous déjà dû vous battre pour vous échapper d'une situation familiale toxique? Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre survie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul.